Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Ronald Araujo et je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est le meilleur défenseur du monde actuellement. Je parle de cette saison 2022-2023. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je suis déjà un fan du Barça et surtout j'aime énormément Araujo. J'ai un attachement pour ce joueur par rapport à sa mentalité et par rapport au fait que je l'ai suivi depuis ses débuts, j'ai vu son évolution et j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Maintenant, comme lors de chacune de mes vidéos, je reste sincère. Et si je vous dis quelque chose, c'est que je le pense et c'est parce que je me sens capable de pouvoir argumenter mon avis. Donc, je vais vraiment appuyer mes propos. On va commencer par des points assez classiques pour un défenseur et puis plus le temps va passer, plus je donne des arguments, on va dire, plus concrets. Alors, en termes de qualité pure, physiquement, je vais être très clair. Pour moi, Araujo est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné dans le football en termes de physique, à tout point de vue. Alors oui, j'ai 20 ans, j'ai pas non plus vu tous les plus grands défenseurs, et justement les plus grands, je pense qu'ils étaient encore plus dans le passé, donc j'en ai raté pas mal, mais je parle simplement de l'aspect physique. Pour moi, ce qui dégage, c'est assez impressionnant. En fait, on a un gars qui mesure 1,93 m, qui est très grand, qui est très costaud aussi, et qui est extrêmement rapide. En fait, il sait un peu tout faire. Et puis même dans les airs, il est quasiment imprenable parce qu'il est déjà très grand, mais en plus de ça, il a une grosse détente, un bon timing aussi. Donc, dans les duels, que ce soit au sol, dans les airs ou même dans la profondeur, c'est vraiment, vraiment compliqué de faire quelque chose face à Araujo. Ça, pour moi, c'est un point vraiment à prendre en compte. C'est sa plus grande force. Mais en fait, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Araujo, il a beaucoup joué de ça, en fait. Dans sa carrière, au début en tout cas, il savait très bien qu'il était plus rapide que la plupart des attaquants, qu'il est donc très physique et qui peut vraiment faire mal. Et il utilisait peut-être pas forcément assez son cerveau. Et je pense qu'aujourd'hui, son intelligence de jeu sans ballon, c'est nettement amélioré. On le voit, son alignement est toujours très bon, il est impeccable, il ne fait plus d'erreurs à ce niveau-là. Et puis, il arrive quand même à anticiper, et je trouve qu'aujourd'hui, il défend très bien en avançant aussi. C'est plus le défenseur très rugueux qui aime bien les 1 contre 1, parce que là, c'est un gars vraiment, il est obsédé par les 1 contre 1, il adore ça, on va y revenir plus tard, mais ça reste maintenant un défenseur qui est très fort là-dedans, ok, mais qui est aussi intelligent, qui arrive à anticiper, qui arrive à défendre en avançant, qui arrive à être bien placé, et par rapport à ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Ensuite, par rapport à sa qualité de relance, là pour moi c'est son plus gros axe de progression durant cette saison. On l'a constamment dit. Araujo est un super défenseur, mais sa relance pose problème, surtout pour un club comme le Barça. Et on s'est demandé limite est-ce qu'il faudrait le vendre parce qu'il a une énorme capacité, une énorme valeur marchande, etc. Mais est-ce qu'il est vraiment fait pour jouer pour le Barça? Aujourd'hui, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Évidemment, c'est pas un Christensen, c'est pas un Jules Koundé, c'est pas un top joueur en termes de relance, et je pense qu'il ne deviendra jamais, mais il a beaucoup progressé. Sous pression, il ne perd pas le ballon. Ses contrôles sont très bons, et on voit qu'il joue souvent de manière très simple, mais il arrive quand même à casser des lignes en fait. Il va pas faire des passes phénoménales venues d'ailleurs, il va pas nous surprendre, mais il va jouer de manière simple et efficace. Et puis, il n'hésite pas forcément à faire des passes longues aussi. Et on le voit que des fois, les transversales arrivent à passer. Alors des fois, c'est raté, mais quand même, il a beaucoup progressé là-dessus. Et aujourd'hui, on sent plus que le ballon le brûle les pieds. Au contraire, il est plutôt à l'aise et il n'hésite pas à faire des passes risquées pour trouver notamment Frankie de Jong, il aime souvent le chercher, ou par exemple Pedri, entre les lignes, des passes qui sont quand même assez compliquées, mais qui va bien les appuyer avec donc une bonne précision. Ensuite, par rapport à son mental, c'est là que ça fait la différence, parce que tu peux avoir toutes ces qualités, si ton mental flanche, bah au final, ça sert pas forcément à grand-chose. Lui, c'est le genre de défenseur qui est excellent dans les grands matchs. Encore plus quand son opposant direct est à un très haut niveau. Et bien évidemment, je vais parler de sa confrontation directe qu'il a eu plusieurs fois face à Vinicius. Pour commencer, je tiens à préciser que Vinicius est selon moi l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Je le mettrai peut-être dans mon top 3, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je le mettrai très très haut. Et puis, durant cette saison, selon moi, c'est certainement le joueur qui crée le plus de différence. Sans parler de statistiques, de dribbles réussis ou quoi que ce soit. Ça, je m'en fous de tout ça.
Si je vous le dis, c'est dans le sens où pour moi, l'animation du Real Madrid n'est pas forcément très bonne, pas forcément très cohérente. Et on a souvent des phases de jeu où Vinicius a le ballon, il n'y a pas de mouvement autour de lui, et il se retrouve en un contre deux à devoir faire quelque chose. Et pourtant, il va constamment réussir à dribbler, à éliminer et à se retrouver dans une zone dangereuse, à faire soit la passe, soit à marquer un but. Il est exceptionnel en ce moment. Il est vraiment à un très très haut niveau et on ne peut pas le nier. Mais le truc, c'est que face à Araujo, il n'arrive jamais à sortir un bon match. Et c'est une réalité. À chaque fois qu'ils sont confrontés, ils n'arrivaient pas. Et c'était vraiment des 1 contre 1 pur et dur. Araujo était mis au poste de latéral droit, en face de Vinicius, qui a un rôle classique dans ce 4-3-3 du Real Madrid en tant qu'ailier gauche, où il colle la ligne. Et par rapport à ça, on l'a vu, l'Uruguayen arrive constamment à prendre le dessus sur lui. Il y a un aspect psychologique dans un premier temps à prendre en compte, mais il y a aussi le fait est que en termes d'un contre impur, bah Araujo, même les fois où il se fait prendre de vitesse, bah, il arrive à revenir, il a des très très longues jambes, donc il peut tacler ou il peut même sur le long terme reprendre le dessus en termes de vitesse parce que c'est pas un gars qui accélère très très vite, mais qui a une bonne vitesse, on va dire, sur pas le long terme, mais vous avez compris l'idée. Par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Et puis voilà, physiquement, il le bouge. Alors certes, il lui fait beaucoup de fautes, mais ça fait partie du fait qu'il rentre un petit peu dans sa tête. Il l'énerve, il le sort un petit peu du match. Et puis, bah, en soi, on voit que même Vinicius, maintenant, il y a des moments où, lors du dernier Classico, par exemple, où il dézone, il va dans l'axe, il essaie un petit peu d'éviter Araujo, parce que vraiment, il n'en peut plus. Ça, on le voit et c'est quand même très très fort. Il ne faut pas le prendre à la légère parce que Vinicius est l'un des tout meilleurs ailiers au monde, même des tout meilleurs joueurs tout simplement au monde actuellement. Il a un niveau fou et si Araujo arrive autant à l'annihiler, c'est pas pour rien. Ensuite, maintenant j'aimerais parler d'un autre point, c'est par rapport à la concurrence. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Parce que Araujo, j'ai aucune hésitation pour le mettre en tant que meilleur défenseur du monde durant cette saison, parce qu'en face, il n'y a pas forcément grand-chose. Regardez par exemple David Alaba. Pour moi, la saison passée, il est excellent. Il fait une très très bonne saison, vraiment un joueur clé du Real Madrid. Il y a d'autres gars comme par exemple Ruben Dias aussi avec City. Globalement, d'habitude, c'est quand même un top défenseur qui a beaucoup aidé. Et depuis son arrivée du côté de Manchester City, la défense se porte beaucoup mieux et ils sont quand même beaucoup plus compétitifs en Ligue des Champions. Après, il y a aussi Van Dijk qui est de base une référence. Mais depuis sa longue blessure, il a quand même du mal à retrouver son niveau. Et on voit que ces joueurs-là qui sont normalement des références ne sont plus au top niveau. C'est une réalité, il y a eu des blessures, etc. Pour les trois joueurs, je pourrais en citer d'autres, mais j'ai pris cela comme exemple. Et puis, par exemple, durant cette Coupe du Monde, on a vu deux joueurs vraiment impressionnants. Le premier, c'est Gvardiol. Pour moi, honnêtement, il fait une Coupe du Monde stratosphérique. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Très, 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 très fort. Et je pense qu'il a le potentiel pour devenir euh, vraiment un grand, grand défenseur. Maintenant, le truc, c'est qu'en club, ben, il est très bon aussi, hein, évidemment, mais il joue à Leipzig en Bundesliga. C'est pas forcément pour dénigrer, moi j'aime beaucoup ce championnat, mais on le voit pas non plus performer comme en Coupe du Monde. Alors c'est vrai que depuis le mondial, ça va quand même encore mieux, je trouve, mais pour moi, voilà, c'est pas forcément comparable à Rojo par rapport à la régularité notamment. Après, il y a aussi Upamecano, pour moi qui fait vraiment une très bonne Coupe du Monde. Après, il a pas joué non plus tous les matchs. Et en club, pour le Bayern Munich, en Ligue des Champions, son match face au Barça, le match aller, il était vraiment monstrueux. Et pour moi, dans les grands matchs, il peut vraiment faire de très grandes choses. Maintenant, il y a pas mal de matchs en Bundesliga où il se trouve complètement aussi et il manque une certaine régularité chez lui encore pour viser plus haut. Et puis, il a quand même eu pas mal de blessures aussi. Par rapport à Rojo, c'est vrai qu'il a raté la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Maintenant, moi, je juge son niveau intrinsèque. Je ne juge pas les accomplissements réalisés. Et par rapport à ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour moi, même s'il a raté la Coupe du Monde, il fait quand même une saison complètement dingue. Et la concurrence est tellement faible, et puis son niveau est tellement haut aussi, bah ça fait que pour moi, c'est lui le meilleur au monde actuellement. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devient une référence. Et ce qui est sûr, c'est que ce gars-là est à un niveau phénoménal en ce moment. Ça me fait très plaisir. On va voir comment ça va évoluer. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.